Pendant déjà 2 ans, quelque chose d'improbable se passe dans un coin de notre planète. Il y a encore peu, l'Argentine, c'était la masterclass de la loose économique. Inflation la plus haute du monde. Des dettes comme si c'était un abonnement mensuel. Des crises qui se succèdent comme des saisons de Doctor Who. Et aujourd'hui, tous les indicateurs redeviennent verts. Les investisseurs qui fuyaient reviennent en moonwalk. Et soudain, tout le monde parle d'un miracle argentin. Et ce n'est pas Messi. La raison de tout ça, c'est lui, Javier Milei, le président le plus extravagant de l'histoire moderne. Il fait des concerts de rock. Il vit avec des chiens clonés, discute avec Dieu comme si c'était son voisin de palier, et il a nommé sa sœur comme première dame. Un mec qui insulte ses adversaires, des pays entiers, et même le pape. Mais qui dort très bien la nuit quand même. Et là, il vient de rafler les élections législatives à plus de 40% des voix. Une victoire écrasante aux législatives de mi-mandat. Le mec défile dans la rue entouré d'une foule qui l'acclame comme si c'était le Messi politique. Et les médias, eux, ils sont en PLS. Les mouchoirs sont sortis dans les rédactions bobo parisiennes. Parce qu'à peine une semaine, ils annonçaient son effondrement. Milei, très mal vu en Europe, on lui promettait une défaite cuisante. Sa défaite cuisante. Alors que nos chers médias français prédisaient donc l'apocalypse. Il était condamné. C'était fini pour lui. Monsieur Milei sera invité à dégager. Et aujourd'hui, c'est mea culpa, on s'est trompé. Patatras. Patatras. C'est une victoire triomphante. En Argentine, victoire éclatante du parti de l'ultra-conservateur Javier Milei. Soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey. La bourse d'Argentine est en hausse de 19% suite à sa victoire. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que Milei, c'est le premier président libertarien de la planète. Donc non, il n'est pas d'extrême droite, comme disent les médias. Sa victoire écrasante, son parti, la Libertad Avanza, coalition de droite et d'extrême droite. C'est ça qui a été beaucoup critiqué, c'est qu'il n'est pas de droite officiellement. C'est du libertarianisme. C'est un libertarien pur sucre. En gros, c'est moins d'État et plus de tronçonneuses. L'Argentine est passée en quelques années de l'ultra-gauche au turbo-libéralisme. Sans escale, sans transition et sans pause pipi démocratique. Ah, évidemment, ça fait flipper tout le monde. Les autres pays, les gouvernements, surtout la presse française. Les journalistes subventionnés par l'État en France. Bon, après, lui non plus, il est pas très neutre. Défendent leur gâteau. Pour eux, Milei, c'est un risque immense parce que si son modèle s'exporte, ils perdraient leur gagne-pain. Donc, c'est une stratégie de défense classique. Et surtout parce que lui, il déteste le communisme. Mais pourquoi vous les appelez gauchistes de merde? Parce que ce sont des merdes. Si tu penses différemment d'eux, ils te tuent. C'est ça leur truc. Tu ne peux pas négocier avec des gauchistes. On ne négocie pas avec de la parce qu'ils te détruiront. Ah ouais, effectivement, il en a gros. Il est arrivé au pouvoir avec un plan de réforme radical et la promesse de transformer l'économie au point que le monde entier dirait « Ok, respect, ils ont réussi ». Et le pire, c'est qu'en fait, ça marche. Mais évidemment, cette histoire a aussi un revers de la médaille. Parce que pour beaucoup, ont l'impression qu'en Argentine, ça va encore plus mal. Le pouvoir d'achat est au plus bas, le chômage grimpe, et les gens sont plus pauvres qu'avant. Pour eux, le tour de magie, en fait, c'est juste leur portefeuille qui disparaît. Alors Milei, c'est un génie incompris? Un arnaqueur XXL? Ou juste un fou brillant qui a réussi à hacker la politique mondiale avec une tronçonneuse et 4 chiens clonés? Javier Milei a grandi dans les années 70, où l'Argentine était déjà en crise illimitée avec renouvellement automatique. Et sa famille, loin d'être riche, a pris tout ça en pleine face. Son père était un conducteur de bus, un métier utile, mais pas vraiment un ticket pour la Dolce Vita. Milei était un gamin refermé, solitaire, un peu seul dans sa bulle. La personne dont il était le plus proche, c'est sa sœur Karina. Tout le reste de son enfance était un mélange de violence et de peur. Son père ses enfants. Il répétait à Javier qu'il ne valait rien. Et ces phrases-là s'accrochent dans le cerveau comme un tatouage. D'ailleurs, Milei ne lui a jamais pardonné. Il a coupé tout contact avec ses parents. Il ne les a jamais mentionnés en public. Et il a fini par dire qu'ils étaient morts pour lui. Ah ouais, super ambiance. Et à l'école, il n'avait pas vraiment de potes. Ah, c'était un Rémi. Ce qui l'intéressait, c'était faire de la musique et du foot. Il était gardien de but, déjà un poste réservé aux gens un peu solitaires, et il chantait dans un groupe de rock qui reprenait les Rolling Stones. Et sur scène, comme sur le terrain de foot, il se transformait complètement. Le mec pouvait se mettre à danser dans la cour comme Mick Jagger sous caféine. Et dans les cages, il plongeait la tête la première en hurlant sur les attaquants. En tout cas, les autres élèves l'ont vite surnommé El Loco. Le fou. Pas le genre de surnom que tu veux à 10 ans. Mais lui, il a réussi à en faire une marque, une identité. Presque un logo politique. Et ce surnom totalement improbable a fini par l'amener jusqu'à la présidence du pays. Même si, soyons honnêtes, il n'a pas gagné les élections juste avec ses chorégraphies de Mick Jagger. Non,
Dans sa tête, il avait toute une autre idée. Une obsession qui allait devenir le centre de toute sa carrière. Et donc arrivent les années 80. L'Argentine sort enfin de la dictature militaire. La démocratie revient et tout le monde souffle un peu. L'économie, elle, par contre, elle décide de s'effondrer encore plus. Les prix explosent, l'essence manque, les rayons des supermarchés ressemblent à un Black Friday raté. Et le jeune Javier regarde tout ça en se disant « Mais c'est quoi ce bordel ?» Et puis il commence à suivre les actualités, à étudier l'économie. Et là, révélation, il tombe sur une théorie qui va lui retourner le cerveau. Une idée qui dit exactement l'inverse de tout ce que l'Argentine pratique depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que jusqu'ici, le pays vivait dans un monde très communiste. L'État paye, l'État distribue, l'État soutient tout le monde. L'État, c'est le papa gâteau. Et même les politiciens de droite n'osaient pas toucher à ce gâteau sacré, traumatisé à vie. Mais Milei, lui, découvre les anarcho-capitalistes. Des gens qui pensent que l'État devrait même pas exister. Pas d'État, pas d'argent public, rien. Juste un marché libre où les gens règlent tout entre eux. Un peu façon Battle Royale mais économique. Et pour Milei, c'est la claque mystique. Il se dit c'est ça qui va sauver l'Argentine. Et à partir de là, il plonge dans l'économie jusqu'au cou. Zéro hobby, zéro plan B, juste cette théorie économique à fond. Il devient professeur, publie des articles, écrit des livres où il répète que l'Argentine approche de sa date d'expiration et que seule la thérapie libertarienne peut la réanimer. Il a trouvé sa vocation. Il allait consacrer toute sa vie à l'économie. Parce que pour le reste, jusque-là, la vie privée de Javier, c'était pas un conte de fées. Javier, à ce moment-là, il a 40 ans et il a ni femme, ni amis, ni contact avec ses parents. Toute sa vie tourne autour du boulot. Et le seul être vivant qu'il considère comme un vrai ami, c'est son chien. Un énorme mastif nommé Conan. Alors en Argentine, c'est vrai que tout le monde adore les chiens. Je sais pas vous d'ailleurs, vous êtes plutôt chat ou chien? Mais celui-là, c'était pas juste un animal de compagnie, c'était bien au-dessus. Pour Milei, c'était son fils. Il raconte que dans les pires moments de sa vie, la seule présence à ses côtés, c'était lui. Le gars économisait sa propre bouffe pour lui acheter des croquettes de meilleure qualité. Il fêtait le nouvel an ensemble. Milei ouvrait une bouteille de champagne et il en servait à son chien. Mais en dehors de Conan, rien. Ses idées d'anarcho-capitalisme auxquelles il avait consacré toute son existence n'intéressaient quasiment personne. Effectivement, en speed dating, ça doit pas bien marcher. Et franchement, même aujourd'hui, ces livres, c'est pas des gros best-sellers. Alors imagine à l'époque où dans un pays où l'État occupait tout, d'un coup un gars débarque et te dit « Et si on supprimait l'État ?» C'était très difficile de prendre au sérieux pour beaucoup. Milei, c'était juste un fou avec son chien. Et voilà la meilleure illustration de son début de carrière. C'est son tout premier passage à la télévision. Bonjour, je m'appelle Javier Milei, je suis économiste en chef de la fondation Acordar. On est en avril 2015 et quelques années plus tard, le mec n'aura même plus besoin de se présenter. La planète entière saura qui c'est. Mais ce jour-là, qu'est-ce qu'il est ennuyeux. Ah, c'est l'émission de TV la plus plate du monde, quoi. Un dimanche en famille. Milei déroule son CV, ses bouquins, ses articles, explique l'anarcho-capitalisme. Et tu sens que tout le studio a envie de faire une sieste. Et pourtant, c'est dans ce naufrage médiatique qu'il va lâcher cette phrase qui est devenue très fameuse. À l'époque absurde, mais qui va devenir prophétique. Je ne serai jamais un économiste célèbre, mais je deviendrai une rockstar. Et un an plus tard, Milei repasse à la télé, et cette fois-ci, c'est plus la même personne. Il explose sur le plateau, fracasse le gouvernement en direct, transforme un débat économique en spectacle. Et le public adore. Et du coup, lui, il est invité partout pour parler d'économie, d'amour, de chiens, de météo, enfin peu importe. Tant qu'il est là, il occupe le terrain. Pour lui, le principal, c'est d'être le centre de l'attention. Et ça, il sait le faire depuis le lycée. El Loco, c'est plus un surnom humiliant. C'est devenu son branding professionnel. Et sa popularité grimpe en flèche. Sa sœur Karina devient sa manageuse et ensemble, ils montent une sorte de pièce de théâtre économique où Milei explique au public d'où viennent tous leurs malheurs. Et il lance un show à la télé. Et il enchaîne les plateaux. Il critique tout le monde, la gauche, la droite, les gouvernements modérés, les gouvernements mous. Personne n'est épargné. Mais à ce moment-là, il ne fait toujours pas de politique. Javier Milei, c'est juste un invité à la télé qui cartonne. Celui que les spectateurs adorent parce qu'il parle d'économie comme si c'était un match de catch. Et grâce à ce personnage flamboyant, il devient une véritable rockstar. Du coup, mes yaga rockstar, mettez un maximum de likes pour la liberté. T'aurais kiffé avoir Javier Milei comme président? Dans les commentaires, balancez-moi c'est quoi votre animal de compagnie et son prénom. Moi, perso, j'ai rien en fait, j'ai un fils. Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir si l'Argentine est en train de sombrer? Alors là, c'est parti. Mais son côté rockstar, c'est que devant les caméras. Derrière, dans la vraie vie, Milei traverse une des plus grosses tragédies de son existence. Il apprend que Conan, donc son chien, son fils, son meilleur ami, a un cancer. Pour lui, c'est le coup fatal. Et pour survivre à ce choc, il prend une décision complètement folle, mais tout à son image, c'est de cloner son chien. Alors si vous ne connaissez rien au clonage des chiens, alors accrochez-vous. Parce que quand tu clones un animal, tu ne choisis jamais combien tu vas en obtenir. C'est la roulette russe du génome. Et en général, t'en as un,
parfois 2, 3, mais ça reste exceptionnel. Et Milei, bien sûr, lui, il joue toujours hors catégorie et il en obtient 5. Et évidemment, il les garde tous. Il les baptise comme ses idoles économistes. Milton, Murray, Robert et un Conan 2. Et c'est aussi à ce moment-là que sa vie prend un virage chelou, très mystique. Il consulte un médium et commence des séances de télépathie où il parle avec Conan. Puis Karina, sa sœur, apprend à faire pareil. En interview, Milei raconte des expériences surnaturelles. À ses proches, il confie qu'il a déjà rencontré Conan il y a 2000 ans dans le Colisée, donc dans une autre vie. Et le mec, il est sérieux. Il se met à parler beaucoup de Dieu et explique à Karina qu'il serait une sorte d'Abraham mais version libertarienne. Et que Dieu, évidemment, est un pro-marché libre. En tout cas, il est persuadé d'avoir une mission divine. Et vous allez voir plus tard, de toute façon, Milei, il adore les symboles mystiques, les symbolismes. Mais le plus fou, c'est que le clonage des chiens, la télépathie, les séances de tarot, les conversations avec Dieu, tout ça, ça n'a pas terni à son image. Au contraire. Là où n'importe quel autre politicien aurait été envoyé en stage intensif chez le psy, Milei, lui, il devenait encore plus populaire. En 2020, l'Argentine a connu une pandémie vraiment comme un cauchemar réveillé. Le pays a été confiné pendant 2 ans. 2 ans de confinement. Tout était fermé pendant des mois. Commerce, école, resto. Même sortir dans la rue devenait une sorte de mission à infiltration. Plus de touristes, économie à plat, le PIB s'écrase, l'inflation grimpe comme si elle participait à Ninja Warrior. Les gens sont à bout, donc pas de boulot, pas d'argent, juste leur écran et leur fatigue. Et c'est justement en 2020 que Milei sort son film Pandenomica. Dedans, il explique que le confinement est le rêve des communistes qui auraient enfin trouvé un moyen de contrôler toute la population. Et il finit le film en brisant symboliquement le bâtiment de la Banque centrale, à coups de marteau. Et un peu après, El Loco annonce qu'il se lance dans la politique. Il veut devenir député et son slogan, évidemment, c'est « Vive la liberté, bordel !» Vive la liberté, bordel! Vive la liberté, bordel! Et donc on est en 2020, puis le moment où tout le monde se met à scroller 12 heures de TikTok par jour, et Milei tombe du ciel comme un personnage parfait pour les réseaux sociaux. Imprévisible, bruyant, théâtral, et totalement recyclable en mème. Et pour certains, c'est juste un clown génial. Pour d'autres, c'est un prophète libertarien. Mais dans tous les cas, il buzz. Sa popularité sur Internet dépasse largement ses passages TV. Dans la rue, les gens l'arrêtent, le prennent en photo, l'encouragent. Ses meetings deviennent des concerts. Il hurle, il court, il saute, il balance des punchlines économiques comme si c'était des riffs de guitare. Milei devient littéralement la rockstar qu'il avait annoncé 5 ans auparavant. Et le plus incroyable, c'est que pour sa première participation électorale, il crée la surprise totale. Sa toute nouvelle formation politique décroche 2 sièges au Parlement. El Loco n'est plus seulement un personnage de télé. Non, maintenant, c'est un élu. Mais lui, il a toujours dit, il n'est pas entré en politique juste pour un bureau, pour un badge ou une place dans l'hémicycle. Il est venu pour dynamiter le système. Changer l'Argentine de fond en comble. Et ce changement a déjà commencé. Et le gouvernement de l'époque ne se doute même pas de la tornade qui arrive. En tant que député, Milei n'était pas le gars le plus assidu du Parlement. On peut pas dire qu'il passait toutes ses journées à lire des lois. Non, il était juste là physiquement. Sauf que c'est précisément à ce moment-là qu'il fait la rencontre la plus déterminante de sa vie. Sans elle, pas de président libertarien, pas de réforme folle, et surtout historique. Il rencontre Santiago Caputo, un jeune type mystérieux, quasi invisible dans les médias, pas d'interview, pas d'apparition publique. On le reconnaît seulement à 2 choses. Ses lunettes de soleil noir et son tatouage de prison russe sur l'avant-bras. Et donc il portait ce tatouage en symbolisme de anti-système, anti-communisme. Oui, Caputo n'aime pas du tout la politique woke. Et il est très vite séduit par les idées libertariennes. Et quand il croise Milei, c'est l'étincelle. Il comprend qu'il a trouvé le personnage parfait. Une énergie brute, un discours radical, une personnalité impossible à ignorer. Exactement le matériau qu'il cherchait. En 2023, Javier Milei annonce qu'il se présente à l'élection présidentielle. Mais cette fois, sa campagne n'a plus rien à voir avec ses débuts. Bien sûr, il continue de marteler ses idées d'anarcho-capitaliste, de libre marché, de suppression de la banque centrale, de dollarisation totale. En gros, je vais sauver l'économie ou alors mourir en essayant. Et c'est là d'ailleurs qu'apparaît sa fameuse tronçonneuse, devenue l'arme symbolique de la campagne. Sauf que Caputo, son nouveau cerveau stratégique, va pousser son image au niveau supérieur. Milei n'est plus juste un showman, ni un économiste agressif qui hurle sur les plateaux. Il devient le guerrier anticorruption. Celui qui se bat contre l'injustice, contre le système entier. Il appelle cette élite les castes, le mot-clé de toute sa campagne. Et il promet de rendre sa grandeur à l'Argentine. Et plus les vieux politiciens le critiquent, plus sa popularité grimpe. Parce que
que Milei, lui, il casse les codes. Il parle pour tous ceux qui en ont ras-le-bol du pouvoir, des crises à répétition, de la stagnation. Et en Argentine, après des décennies de chaos économique, ça fait du monde. Et puis sa biographie complètement folle ne lui nuit pas du tout. Les chiens clonés, les médiums, Dieu et toutes les séances mystiques, en fait, en Argentine, tout ce qui touche à l'ésotérisme est super populaire. Du coup, autour de Milei se forme un véritable mythe. Il dit qu'il a été envoyé par les forces célestes. Un peu le Sylvain Durive, quoi. Je suis le grand monarque, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Qu'il est venu réveiller les lions. Qu'il n'est plus juste un économiste, c'est un héros. Et autour de lui s'est constitué un mouvement entier de gens pour qui Milei n'est pas un simple candidat, c'est un prophète, un sauveur, un messie du libre marché. Alors c'est quoi les croyances libertariennes? Selon eux, le droit fondamental de l'individu, c'est simple. Être libre de toute contrainte. Pas juste un peu libre ou libre sous condition. Non, c'est libre. Et ça inclut les droits humains de base, mais aussi les droits de la propriété. Et la loi d'un État doit servir seulement à une chose. Garantir ses droits et faire respecter les accords que les gens passent volontairement entre eux. Donc en fait, chacun écrit sa loi tant que tout le monde est d'accord. Dans la vision libertarienne, l'impôt, vous voyez, c'est du vol. Mais oui, c'est clair. Génial. Hein? Ça vous parle ou pas, ça? Ouais, quand l'État te prélève de l'impôt, c'est un braquage légal. Une atteinte directe à ta propriété. Genre, c'est toi qui l'as gagné, pourquoi quelqu'un doit toucher de l'oseille dessus? Les taxes, pour eux, c'est un truc qui bloque les commerces internationaux et ralentit l'économie. Du coup, ils sont contre les aides sociales, les allocations, les subventions. Les pauvres, ce n'est pas à l'État de les aider, mais aux associations, aux philanthropes ou bonnes personnes, quoi. Le marché, lui, doit rester pur, sec, naturel. Et même logique pour les entreprises. Si tu tiens debout, c'est que tu mérites de vivre. Si tu t'effondres, c'est que tu méritais de t'effondrer. Aucune aide ou intervention de l'État. Jamais. C'est chacun pour sa gueule. Ils veulent une liberté d'expression totale. Sans exception. Donc t'as même le droit d'aller sur Twitter. Il existe des versions plus modérées, des versions hardcore, genre extrêmes, même des branches qui veulent carrément abolir l'État. Et donc en 2023, Milei obtient 56% des voix. Et il devient le président de l'Argentine. Sensation planétaire. Le tout premier président libertarien de l'histoire. Dans son discours de victoire, il n'a cité que 2 personnes. Merci à ma sœur, Karina. Et ensuite, je vais remercier le géant qui reste d'habitude dans l'ombre. Il s'appelle Santiago Caputo. Et c'est le véritable architecte de cette victoire. Il y a 10 ans, personne n'écoutait ses idées. Et voilà que tout un pays devient sa salle d'expérimentation. L'Argentine est désormais son laboratoire grandeur nature. Et tout le monde attend de voir ce que donnera cette expérience à l'échelle nationale. Et sa campagne présidentielle est ressemblée parfois à un crossover entre Mad Max et Donald Trump. La tronçonneuse brandie en plein meeting, des coups d'éclat, des punchlines, de la mise en scène, donc tout pour choquer, mobiliser et électriser. Et son électorat le plus fidèle, c'est des jeunes. Ceux qui ont grandi dans l'inflation permanente, les crises à répétition et les gouvernements qui promettaient tout sans jamais rien changer. Et au final, une grande partie des électeurs ont voté avec cette simple logique, mais qui est compréhensible, c'est « laissons-le faire ». De toute façon, ça peut pas être pire que maintenant. Et au moment où Milei arrive au pouvoir, l'Argentine est dans un état catastrophique. Inflation à 3 chiffres, 40% de la population sous le seuil de la pauvreté. Un état surendetté et quasiment sans réserve pour rembourser quoi que ce soit. Milei arrive donc avec un slogan simple, honnête et brutal. Il n'y a plus d'oseille. No hay plata. Sa mission numéro 1, c'est de couper les dépenses. Et il ne plaisante pas. Dans toute cette histoire, un symbole s'est imposé. C'est la tronçonneuse. L'outil avec lequel l'Argentin doit découper tous les parasites de l'État. En un claquement de doigts, Milei a réduit les dépenses de l'État de 30%. Comment? En fait, en supprimant la moitié des ministères. En coupant les subventions à l'énergie et au transport, en stoppant les projets d'infrastructure et en gelant les salaires du secteur public. Un programme digne d'un régime sec extrême, mais appliqué à tout un pays entier. Et pour un pays habitué à l'hyperinflation, c'est presque une apparition divine. Des centaines de réformes pour remettre l'Argentine sur les rails du marché libre. Bon, il a dû abandonner certaines promesses, comme par exemple la dollarisation, la fermeture de la banque centrale. Le FMI, qui l'insultait, finalement, c'est à lui qu'il a demandé un prêt. Mais soyons justes, parce que ces réformes étaient réellement très audacieuses. Et elles ont produit des résultats. L'État a recommencé à avoir de l'argent, la monnaie s'est stabilisée, et les investisseurs, au lieu de fuir comme d'habitude, ils y croient à nouveau et gardent leur cash. Ils ne vendent plus leurs pesos. Donc sur papier et dans les tableaux Excel, ça va plutôt bien. Mais les gens, pour la population, c'est toute une autre histoire. Parce que tout ça, bien sûr, ça a un prix énorme. Les retraites ont diminué, les transports, le gaz, l'eau, l'électricité explosent les tarifs, les factures ont grimpé de plusieurs centaines de %. Les plus touchés sont les enfants et les retraités. Donc l'Argentine est devenue le pays le plus cher d'Amérique latine.
80% des gens achètent moins qu'avant. La moitié ne peut même pas couvrir ses dépenses mensuelles. Le nombre de sans-abri a augmenté de 25%. Et puis, un indicateur très symbolique, c'est que les Argentins mangent de moins en moins de bœuf. Un drame national dans un pays qui est à la base le roi du barbecue. La consommation est au plus bas depuis 2001. Mais ce n'est pas tout. L'Argentine fait face à une désindustrialisation accélérée. Les critiques accusent Milei d'avoir trop misé sur l'agriculture et les ressources minières, laissant le reste de l'industrie à l'abandon. Et donc l'année de son mandat a été une véritable hécatombe pour les secteurs industriels, avec des chutes d'activité atteignant 20% au milieu de l'année. Mais cependant, Milei a aussi des arguments pour se défendre. D'abord, la pauvreté était déjà catastrophique avant son arrivée. Elle atteignait 43% l'année précédente. Ensuite, il rappelle que le pays vivait dans une dépendance malsaine aux aides publiques. Et beaucoup de gens ne survivaient que grâce aux subventions, parfois en trichant pour les obtenir. Et surtout, sur les 30 millions d'Argentins en âge de travailler, seuls 6 millions travaillaient dans le secteur privé formel. Et ce petit groupe payait les impôts qui financent les 4 millions de fonctionnaires, mais aussi 21 millions de personnes recevant des aides partielles ou totales. Mais Milei l'avait prévenu. Ces réformes, c'est comme la lettre V. Au début, tu plonges, tu souffres, tu touches le fond, puis un jour, ça remonte. Mais c'est quand que ça remonte? Et surtout, est-ce que les gens sont prêts à attendre? Le taux de chômage ne cesse d'augmenter en Argentine. Et pour l'instant, ils tiennent grâce à une chose, c'est que M. Trump leur a mis 20 milliards. Effectivement, tous les opposants de Milei disent que s'il a gagné, si ça marche un peu, c'est parce que les États-Unis mettent le paquet. Ah, c'est vrai que Milei et Trump, ça serre la main, ça y va. Et surtout, le El Loco n'a pas disparu après les élections. Il est devenu président et ça l'a absolument pas calmé. Milei fait des lives Instagram depuis son bureau, il vit dans le palais présidentiel entouré de ses chiens clonés, et leurs portraits sont même gravés sur son spectre. Et surtout, Milei, il passe sa vie sur X, donc sur Twitter. Et Elon Musk, c'est son meilleur pote numérique. Il tweet des centaines, parfois 200 tweets par jour. Et en plus, tous ces tweets, ils sont volcaniques. Il attaque tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, surtout des journalistes. Pour lui, la presse, ce sont des menteurs professionnels. Dans sa logique, quiconque qui critique le pouvoir est un traître. Et ce genre de rhétorique, ça ne finit jamais bien, dans aucun des pays. Et en parallèle, Milei mène une guerre culturelle. Son soutien, c'est majoritairement les hommes blancs. Et ses positions ressemblent beaucoup à celles d'autres figures de droite radicale des États-Unis, Salvador, en passant par l'Italie et l'Espagne. Il voyage énormément, limite presque trop, et à force, on lui reproche ses coups de déplacement. Par exemple, à Davos, il profite pour déclarer que l'Occident est menacé par le féminisme radical et les néo-marxistes. Et on sent qu'il y croit vraiment. Sa mission n'est plus seulement économique. Pour lui, il doit désormais sauver la civilisation. Sauf que là où ça devient dangereux, c'est que sa fameuse caste, l'ennemi à abattre, ne désigne plus seulement les vieux politiques corrompus, mais tous ceux qui le contredisent. Et en Argentine, forcément, ça fait un froid dans le dos. Parce que la dictature, c'était pas il y a 500 ans. Beaucoup s'en souviennent encore. Et le pire, c'est que Milei, lui, il nie tous les crimes de l'ancienne dictature. Et c'est là que les Argentins commencent vraiment à se demander, mais jusqu'où El Loco va aller. Mais la plus grande menace en ce moment pour Milei, c'est ni l'inflation, ni les manifestations, ni même les tweets écrits à 3 h du matin. Non, le vrai danger, c'est sa propre famille. Dès ses premiers jours au pouvoir, il annule la loi qui interdisait de nommer des proches à des postes importants. Et qui devient la chef du cabinet? Forcément, sa sœur Karina. Jusque-là, elle lisait le tarot et vendait des gâteaux sur Instagram. Et aujourd'hui, elle contrôle la stratégie du gouvernement, choisit les ministres et dirige le parti. Le glow-up le plus rapide de l'Amérique latine. Et autour d'eux, une structure se met en place. Ce que Milei appelle le triangle de fer. 3 personnes, Milei, Karina et Santiago Caputo. Caputo reste dans l'ombre, mais il est devenu conseiller présidentiel. Pour vous donner un peu le level, c'est qu'il peut entrer à l'improviste pendant une interview du président, couper la discussion comme s'il fermait une fenêtre pop-up. Et en plus, le ministre de l'économie, c'est Luis Caputo, qui est son cousin éloigné. Le triangle, ça reste en famille. Alors oui, peut-être que le système est efficace, mais s'il y avait une loi pour interdire aux politiques de mettre ses proches dans leur équipe, c'est parce que souvent, c'est les proches qui finissent par faire tomber le leader. Et justement, un scandale énorme vient d'éclater. En septembre, les médias publient des écoutes téléphoniques de hauts fonctionnaires et dans ces enregistrements, ils discutent d'un sujet explosif. Karina Milei aurait accepté des pots de vin pour des contrats publics sur des médicaments destinés à des enfants malades. Un truc vraiment monstrueux. Milei, lui, bien sûr, il nie tout, mais les fonctionnaires impliqués ont été licenciés au cas où. Leur domicile perquisitionné et même la rédaction du média a été fouillée. Difficile pour lui de parler de complot ou de caste quand on arrive à ce niveau-là. Car le point le plus sensible, c'est Karina
sa sœur adorée, la personne la plus importante de sa vie, devient maintenant son plus gros risque politique. Parce que tout son storytelling repose sur une promesse simple. Je suis incorruptible. Je suis l'antisystème. Je suis incorruptible. Je suis l'antisystème. Je suis différent. Tu étais différent. Alors un scandale de corruption dans son propre cercle, c'est un coup de massue. Les sondages s'effondrent. Plus de la moitié des Argentins désapprouvent désormais son action. Il se prend des pierres dans la gueule lorsqu'il va à la rencontre des gens. Et ces fuites dans la presse, bien sûr, ils sont pas arrivés par hasard. Elles sont tombées juste avant les élections législatives. Celle qu'il a, finalement, malgré ça, a réussi à gagner. Il y a un taux d'abstention extrêmement fort. Donc l'argument, c'est qu'il y a eu un taux d'abstention super fort. Les Argentins ont voté et l'ont plébiscité. Ils se sont surtout beaucoup abstenus. Ah non mais clairement, il y a les bonnes et les mauvaises élections, quoi. T'as la bonne élection, où le peuple, il va, il vote. Et puis, bah, t'as la mauvaise élection, où t'as le peuple, il va... il vote, c'est une mauvaise élection, quoi. Non, mais il n'y a pas à confondre. Aux prochaines élections, s'il y a abstention et que vous arrivez en tête, je verrai ce que vous allez nous dire si vous remettrez en cause la légitimité. Comment elle lui en veut, ça se voit, ces news, ils sont pro-Milei. Donc, le président Milei n'est plus en mode « on verra bien ce que ça donne ». Il a désormais les clés du Parlement. Aux élections législatives du 26 octobre, son parti, la Libertad Avanza, a raflé près de 41% des voix et a largement battu l'opposition péroniste. Alors, il n'a pas la majorité absolue, mais il triple le nombre de ses députés et il passe de 6 à 19 sénateurs, ce qui est immense. Donc, ce que ça change, c'est que Milei n'est plus cantonné à gouverner par décret. Il a désormais des relais législatifs pour transformer ses idées en loi. Le fameux triangle de fer ne bosse plus seulement depuis les coulisses. Il a des alliés au Parlement désormais, du pouvoir concret. Et les réformes ultralibérales qu'il voulait lancer un peu plus tard peuvent maintenant avancer. Mais bon, attention, avec cette victoire, il ne dispose pas non plus d'une majorité absolue. C'est pas encore un dictateur qui fait tout ce qu'il veut. Donc il va devoir composer, négocier, etc. Les promesses sont énormes, mais le contexte reste lourd. Crise économique, inflation, mécontentement, les résultats restent à confirmer sur le terrain. Mais voilà, en somme, Milei désormais, il ne galère plus. Maintenant, il a le feu vert pour lancer son projet libertarien au niveau national. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il tiendra réellement le cap? Quand les lois seront réellement mises en place? Quand les compromis viendront? Quand l'opposition frappera? En tout cas, le moment de vérité est déclenché. Donc, mettez un maximum de likes, mes yagadou, pour la liberté! Et toi, maintenant que tu as eu les explications, tu penses quoi du libertarianisme? Moi, perso, j'en ai un petit peu entendu parler, mais là, j'ai découvert ça en faisant ma vidéo, et c'est quand même ouf comme vision politique. Et à certains points, bien sûr, ça fait rêver. Mais en même temps, ça fait flipper, ça fait un peu anarchie plus plus. Et alors, Javier Milei, c'est un génie, ou alors il est complètement loco? Bon, allez, on en débat dans les commentaires. Moi, en tout cas, je vous fais un maximum de yagadaki. C'est déjà de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.